La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Jeannette Rogers-Boulet, 100 ans de bougie et une vie de dévouement. Une femme au très grand cœur, recevait du monde à la maison. Là. La maison était toujours pleine. L'intelligence artificielle au service des PME gaspésiennes. L'approche éthique de Stéphane Kaoué. Donc nous, on est capable d'aller derrière développer ce petit modèle-là que l'entreprise a besoin, qui est ciblé vraiment à son besoin. Donc il y a plein d'exemples. Parfois dans les entreprises, c'est juste utiliser tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, Claude, Gemini et tout. C'est comment est-ce qu'on pourrait amener ces outils-là dans nos entreprises. Donc les outils existent, les outils ont leurs gros avantages, mais aussi derrière, il y a de petits inconvénients, tout ce qui est gouvernance de données. Adocar, une programmation printanière riche et accessible pour les 50 ans et plus. Par contre, toute personne peut s'inscrire à nos activités, et ce, peu importe son niveau de scolarité et l'endroit fréquenté durant ses études. Sachez que vous bénéficiez d'une réduction sur le coût d'inscription aux formations et d'un tarif privilégié pour participer aux conférences et aux visites lorsque vous êtes membre de l'Adocar, l'abonnement vous coûte 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le Carrefour 50+ du Québec et bien d'autres. Equijustice Gaspésie. Quand la médiation remplace le tribunal pour réparer le lien social. Le manque de confiance un peu en nous aussi, à savoir comment on va pouvoir gérer la situation sans que ça déborde. Puis j'ai souvent entendu aussi, ça donnera rien de toute façon. Fait que, c'est là que la médiation citoyenne entre un peu en jeu. Là. Les médiateurs sont pas là pour trancher ou pour imposer une solution. Les Canadiens et le Gala du maire avec Gino Cyr. Le projet de centre d'innovation, je veux juste rassurer les gens parce que les gens pensent, suite à l'investissement qui a été fait avec le hub d'innovation, c'est comme si ça serait de faire un dédoublement de services. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Bonne fête, mamie. Bonne fête, mamie. Le 18 avril dernier, la Ville de Farbeau était en fête. Jeannette Rogers-Boulet, présidente du CHSLD, a franchi le cap vénérable dès 100 ans. Née en 1926, elle est aujourd'hui reconnue comme une bâtisseuse de notre communauté, un hommage d'ailleurs souligné par le représentant de la Ville de Grande-Rivière, Denis Baudin. À la Ville de Grande-Rivière, on trouve important de souligner les centenaires. Ils sont de moins en moins nombreux, il faut se le dire. Madame Boulet, Madame Jeannette Rogers, je la connais. Elle fait partie de nos ancêtres, là, la Grande-Rivière. C'est une bâtisseuse. Derrière le protocole et les fleurs se cache une femme de caractère. Pour ses proches, Jeannette n'est pas seulement une centenaire, c'est le pilier qui a tenu la barre d'une famille nombreuse avec un cœur immense, comme le rappelle son fils Gilles Boulet, évoquant une maison familiale où la porte était toujours ouverte. Ma mère, c'était une femme de tête, une femme qui tenait le budget, une femme qui faisait le ménage, la maison, nous envoyait à l'école, nous habillait. Mon père travaillait, emmenait l'argent à la maison, puis ma mère gérait pas mal. C'est une femme, elle gérait la maison, mais très bien, du bon sens, sens positif. Une femme au très grand cœur, recevait du monde à la maison. Là. La maison était toujours pleine. On a déjà vu des fois, on était couchés partout dans la maison. Là.
Il y avait du monde à la grandeur de la maison. Comme en témoigne Margelle Covier, cette force tranquille, elle l'a aussi partagée avec ceux qui ont grandi à ses côtés, créant des liens où le voisinage n'hésitait pas à lui donner un coup de main pour les petits soucis du quotidien. C'était une personne, jamais qu'on entendait parler de cette personne-là, autant son mari que lui. C'était du monde vaillant, c'était du monde là, qui ont élevé les enfants, là, je dirais pas avec les bonnes manières, comme on dit. C'est que elle était adorable. Puis d'ailleurs, ma belle-sœur la fréquentait jusqu'au dernier jour qu'elle est rentrée ici, puis même nous autres aussi. J'allais y rendre service, arranger sa télévision, réparer toutes sortes de petites patentes. C'était vraiment quelqu'un de proche pour la famille des Covier. Ça a été le moment pour le personnel du CHSLD de souligner un siècle d'expérience et de sagesse. Ce parcours de vie remarquable témoigne d'un siècle riche en expérience, en souvenirs et en sagesse. En cette journée mémorable, nous souhaitons rendre hommage à cette étape exceptionnelle et exprimer notre profonde reconnaissance. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. L'Association pour le développement des aînés à l'UQAR est un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus sur un territoire qui s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant évidemment par la Gaspésie. Le mot UQAR apparaît dans notre nom puisque l'université est notre principal partenaire depuis notre création il y a plus de 35 ans. Par contre, toute personne peut s'inscrire à nos activités et ce, peu importe son niveau de scolarité et l'endroit fréquenté durant ses études. Sachez que vous bénéficiez d'une réduction sur le coût d'inscription aux formations et d'un tarif privilégié pour participer aux conférences et aux visites lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR. L'abonnement vous coûte 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le Carrefour 50+ du Québec et bien d'autres. L'important, c'est de vouloir continuer à apprendre et à s'informer dans une atmosphère chaleureuse et stimulante. Nos activités sont offertes de 4 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, en mode commodal ou hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réunis dans une ville à un endroit donné et que d'autres personnes peuvent y participer sur Zoom à partir de leur maison. Et comme nouveauté cet hiver, nous ajoutons le mode en différé, ce qui signifie que vous pouvez vous inscrire à certaines des activités qui offrent ce mode-là et visionner l'enregistrement dans un délai de 30 jours après l'activité, ce qui est plutôt pratique si vous avez un conflit d'horaire. Voici nos activités jusqu'au 22 mai, par volet ou catégorie d'activités si vous préférez. Débutons par les conférences et la visite. La croissance rapide des maladies chroniques de société met une énorme pression sur le système de santé. Dans le cadre de sa conférence « La révolution active », la science de la prévention par le mode de vie expliqué simplement, le docteur Jean-Pierre Després propose des concepts simples et des outils pratiques pour mobiliser la population et créer une véritable révolution active citoyenne afin que, collectivement, nous puissions fabriquer de la santé. Cette conférence a lieu le jeudi 23 avril en présence à Rimouski, simultanément à distance sur Zoom et en différé. Le jeudi 30 avril, il y a la visite de l'ébénisterie communautaire de Rimouski. Cet atelier accueille des personnes de 50 ans et plus qui souhaitent apprendre, partager leur savoir-faire et créer dans un esprit d'entraide en réalisant des projets personnels communautaires. Donc, en présence à Rimouski.
Dans le cadre de son partenariat avec les Caisses des Jardins du Bas-Saint-Laurent, l'ADOCAR vous invite aussi à la conférence « Planifier et protéger vos projets » le jeudi 7 mai prochain à 13h30 à distance sur Zoom. Cette activité est gratuite et ouverte à tous. Nous avons tous des projets, des rêves qui nous tiennent à cœur. Cette conférence met en lumière les éléments essentiels pour vous aider à atteindre vos objectifs et à concrétiser vos ambitions. Vous y découvrirez aussi les nombreux avantages liés à la protection de votre patrimoine. Cette conférence est co-animée par Maxime Dermot, conseiller en finances personnelles et représentant en épargne collective chez Desjardins Cabinet de services financiers, et Mélanie Tanguay, conseillère en sécurité financière offre spécialisée chez Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers. Alors, c'est une invitation à tous, donc l'activité est gratuite. La conférence démonstration ondes, son et lumière montre de façon concrète des phénomènes physiques par l'intermédiaire d'impressionnants montages et démonstrations scientifiques. Plaisir, surprise et émerveillement garantis. Elle est animée par Luc Bélanger, enseignant en physique au Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé et vulgarisateur scientifique. Elle est présentée à distance sur Zoom et en différé. Christian Blais, historien à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, nous fera découvrir un personnage plus grand que nature. Pierre Fortin, surnommé le roi du golfe du Saint-Laurent. Ce dernier a patrouillé le golfe du Saint-Laurent au 19e siècle et a été député de Gaspé après la Confédération. Cette conférence se déroule à distance sur Zoom et en différé. Chantal Morin et Jocelyn Guimond de Notre-Dame du Portage sont deux passionnés de plongée sous-marine. Ils animent la conférence Passion plongée et macro-photographie sous-marine le vendredi 22 mai en présence à Rivière-du-Loup, simultanément à distance sur Zoom et en différé. Chaque hiver, Chantal et Jocelyn passent 3 semaines sous l'eau à photographier de petites créatures marines spectaculaires. Pour chaque destination de plongée fréquentée, Chantal et Jocelyn décriront brièvement les avantages différentiels de chacune et une présentation des lieux ainsi que des principales espèces observées. Quelques vidéos seront également présentées et commentées. Celles et ceux qui sont intéressés par les finances peuvent visionner gratuitement les 4 webinaires offerts par Desjardins Courtage en ligne. Ils sont tous regroupés dans le volet « Bien vieillir financièrement ». Nos collègues bénévoles de la programmation sont présentement en train de vous contacter une autre programmation pour l'automne prochain, tout aussi intéressante que celle qui se termine. La meilleure façon d'être au courant des prochaines activités est de devenir membre de l'ADOCAR pour 20 $ pour 2 sessions consécutives ou de vous abonner à notre infolette. Pour plus d'informations, vous inscrire à ces activités ou devenir membre de l'ADOCAR, rendez-vous sur notre site internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. À la prochaine! Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour elle et lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Alors nous voici pour notre rendez-vous mensuel. On va avoir quatre sujets. On va revenir sur l'essentiel de ce que vous avez dit à la dernière séance de la municipalité, mais peut-être avec un peu plus de détails. Donc on va commencer avec le dossier de l'OMH. En fait, on sait qu'il y a un regroupement. Vous avez une demande spéciale à l'OMH, un suivi à faire. On vous écoute.
En réalité, comme qui a été mentionné, il y a eu la volonté du milieu de faire un regroupement des OMH là, volontaires. Oui. Puis nous, la Ville de Grande-Rivière, moi, personnellement, je ne peux pas être contre de s'assurer d'apporter certaines améliorations. Puis je me basais beaucoup sur le fait aussi que le fait qu'on était sous la même entité, on venait à avoir là, plus d'unités qui faisaient en sorte là, que ça nous donnait des moyens supplémentaires, c'est-à-dire là, des revenus supplémentaires, puis même la possibilité d'avoir là, une ressource ennemie supplémentaire. Puis on venait aussi éviter le dédoublement de tâches parce que présentement, on avait l'OMH à Chandler, à Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé, c'était des personnes à mi-temps, mais qui occupaient la tâche aussi comme de directeur là, parce qu'ils faisaient toutes les tâches. Donc le groupement, en réalité, c'était au niveau de la gouvernance d'avoir une seule entité, une meilleure représentativité sur le territoire, puis de s'assurer d'avoir un organigramme avec un directeur, puis quelqu'un au service clientèle, administratif, puis aussi une personne qui s'occupe au niveau des immeubles. Bon. Et puis, donc, vous vouliez vous assurer qu'il y ait quand même un service ici, qu'il y ait un bureau coordonnateur, un bureau satellite à Grande-Rivière, si j'ai compris. Écoutez, c'est que nous, on a travaillé fort pour maintenir nos propres ressources à Grande-Rivière pour valider, parce qu'à un moment donné, là, on n'avait plus de budget pour notre ressource. Donc, moi, j'ai fait des efforts là, pour m'assurer de maintenir une ressource. Donc, avant le 31 décembre. Ça veut dire, pour ma part, moi, au 31 décembre 2025, on avait un service à Grande-Rivière de proximité. Donc, le processus de regroupement, il est prévu d'avoir, oui, un siège social à Chandler, mais avec un service de proximité, un point de service à Grande-Rivière, puis un à Cap-d'Espoir. Donc, pour moi, un service de proximité, c'est-à-dire que tu offres pratiquement les mêmes services à ta population avant la fusion du 31 décembre. Peut-être qu'il va y avoir des changements au niveau des ressources, peut-être qu'il va y avoir peut-être des modifications au niveau des heures, mais par contre, là, ce que le modèle qui était présenté présentement, c'est que la ressource qui s'occupe au niveau uniquement immeuble occuperait le bureau à Grande-Rivière, puis la personne qui s'occuperait du service à la clientèle sera basée à Cap-d'Espoir. Donc, au niveau administratif, ça veut dire que pour notre clientèle qui voudrait avoir les mêmes services, mais ce n'était pas nécessairement l'orientation qui avait été mise de l'avant. Par contre, nous, quand on avait passé nos résolutions, puis avec les échanges qu'on avait avec la SHQ, c'est qu'on veut s'assurer que le point de service, il avait été défini d'une certaine façon. Puis moi, ce qui est important, c'est qu'on veut s'assurer, on comprend qu'il y a une période de transition, mais on veut s'assurer par écrit que quand le CA va être en place, que le point de service à Grande-Rivière va être en mesure d'offrir les services qui étaient offerts avant le 31, comme au 31 décembre 2025. Bon, voilà ce qui est clair, donc c'est quelque chose qu'on va suivre. Effectivement, c'est important parce qu'il y a un processus de transition, puis je vous dirais que souvent dans des projets de fusion, je ne vous le cacherai pas que j'ai fait une sortie à un moment donné au niveau du... si je fais un parallèle avec le hockey, là, la fusion des associations d'hockey mineurs, donc quand ça a été le temps de parler de la Coupe de Jordan, vous avez connu mon point de vue. Donc, il semblerait-il que les paroles s'en vont, les écrits restent. Malgré qu'il y avait des écrits, on ne trouve pas les écrits. Donc, moi, ce qui est important, étant donné que c'est un gros move qui est fait, donc je veux juste m'assurer que les gens de Grande-Rivière, qui occupent pratiquement 40% là, de l'ensemble des unités de Rocher-Percé, on maintienne un service comme qui avait été vendu à la population pour embarquer dans le regroupement des OMH. Parfait. C'était comme une sorte de condition sine qua non, comme on dit. C'était comme c'est une entente tacite, mais pas écrite. Là, on veut que ce soit écrit. D'accord. Administration portuaire, du coup, on avait parlé la dernière fois, il y a quelques temps, il y avait une réunion, il y avait quelqu'un qui a été nommé, un nouveau conseil d'administration, un nouvel élan, désormais un plan d'action. Ça avance un peu ce dossier-là. Écoutez, moi, je vous dirais que cet automne, entre autres, on avait été contacté par le MPO, comme quoi que on avait, là, on n'était pas... On avait des correctifs à apporter ici à Grande-Rivière parce qu'en réalité, le MPO mandate l'administration portuaire pour prendre en charge un peu la gestion du port. Puis, moi, ce que j'ai su à ce moment-là, c'est que notre administration portuaire au niveau du registre des entreprises du Québec était radiée.
Donc, ça fait en sorte, c'est comme ici qu'on n'avait plus d'entité. Donc, puis pour les MPO, il y avait même des investissements qui ont été faits là, pour l'acquisition de grues. Puis que là, vu qu'il y avait comme plus une association, donc il y avait comme un vide. Donc, moi, j'ai été interpellé pour de travailler en étroite collaboration pour s'assurer de mettre les choses en place. Parce ça n'avait pas été dit, là, mais ça aurait pu arriver aussi que le MPO, étant donné qu'il n'y avait pas d'administration portuaire, et il décide de diminuer l'accès. Donc, l'objectif, c'était pas ça. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de travailler en étroite collaboration avec les partenaires du milieu. On a avisé les pêcheurs. On a fait une assemblée générale annuelle dans laquelle on a nommé un nouveau conseil d'administration. C'est ça, oui. Nouveau conseil d'administration qui est dédié, mettons, des mandats des personnes ressources, autant au niveau administratif qu'au niveau de la gestion. Faire des liens, entre autres, avec la personne responsable au MPO, port, petit bateau. Puis je vous dirais que je pense que ça va extrêmement bien. Là. Je vous dirais que on avait des factures qui étaient en retard et que ça s'est réglé. Donc on a une très bonne collaboration. Puis présentement, au niveau des ressources, là, on a Silvio là, qui est un peu, qui agit un peu comme le maître de port, qui s'assure de mettre en place les politiques. C'est intéressant parce que c'est un conseil d'administration de jeunes pêcheurs, un peu la relève. Puis eux, ils veulent vraiment s'assurer que l'environnement du quai, on est en mesure de travailler tout le monde ensemble pour mettre les bonnes pratiques. On avait des problématiques au niveau là, de la gestion des cartons, etc. Là, je sais qu'ils sont en train de travailler peut-être la possibilité de mettre un bâtiment sur place, là, mieux adapté là, pour recueillir. Donc, puis je pense qu'il y a une bonne volonté des pêcheurs. Les gens voient ça d'un bon œil, là, le nouveau conseil d'administration, les ressources qui est en place. Là, donc, écoutez, moi personnellement, là, je suis bien content là, que les gens là, ont décidé de se prendre en main. Puis nous, en tant que partenaire de la ville, ça a permis de faire avancer les choses. Donc nous, on est là comme partenaire, mais il faut se dire c'est l'administration portuaire qui est mandatée. Donc le fait qu'il y ait un conseil d'administration qui est là avec des nouveaux administrateurs, il y a un certain dynamisme qui est en train de se mettre en place. On regarde un peu les modèles qui sont faits dans les autres territoires, entre autres comme aux îles de la Madeleine, à Newport, etc. Donc, on veut mettre en place les bonnes pratiques d'affaires. Puis, écoute, là, moi, je suis très, très, très content de ce qui se passe présentement. Parfait. Restons dans le secteur des pêches. Il y a le Centre d'innovation des pêches. Radio-Canada fait un très bon reportage. On l'a tous lu. Intéressant, avec des belles photos, bien expliquées. Résumez-nous un peu l'essentiel de ce projet. Le projet de centre d'innovation, je veux juste rassurer les gens parce que les gens pensent, là, suite à l'investissement qui a été fait avec le hub d'innovation, c'est comme si ça serait de faire un dédoublement de services. C'est vraiment pas ça parce qu'en réalité, le centre d'innovation, c'est un peu l'option B que suite à la non-désignation de zone. Parce que nous, en réalité, là, vu qu'on parlait de hockey aujourd'hui, nous autres, en réalité, la zone d'innovation, c'était un peu, mettons, la ligne nationale. Là, donc, on avait la possibilité d'avoir une franchise, mais que vu que ça n'a pas marché, là, on tombe plus là, avec une franchise là, d'une catégorie un petit peu plus basse. OK? Donc, on a la possibilité parce que notre dossier était très porteur. Donc, au lieu d'avoir une portée plus provinciale, les centres d'innovation, c'est plus des portées régionales. Donc, on travaille ça, vous direz, au niveau de la gouvernance, de proximité avec l'EPAC, qui est une des 5 écoles nationales du Québec, puis Minirinov, qui est le hub d'innovation. Donc, en réalité, c'est de se permettre de se doter d'une plateforme directement sur place pour être en mesure de travailler avec les équipementiers, les pêcheurs, même au niveau de la formation académique, d'avoir un bateau de pêche 50 pieds et moins, et hybride, multi-espèces, qui est en mesure de défier les contraintes envisagées, que ce soit pour les changements climatiques qui concernent, mettons, au niveau des baleines, les nouvelles pêches, l'explosion des coûts de carburant. Donc, on veut avoir une pêche plus là, éco-responsable, moins énergivore. Donc, en réalité, c'est que le bateau, pendant la période hivernale, va être dans un genre de bâtiment dans lequel les équipementiers vont pouvoir faire des essais directement sur le bateau. On va faire les tests en mer avec les pêcheurs. Puis là, on va gagner beaucoup de temps.
Donc, au lieu de toujours être dans la théorie, on va être vraiment dans la pratique. Puis je pense qu'on va mettre de l'avant l'expertise de nos pêcheurs pour s'assurer de bien adapter là, les bateaux pour les défis qu'ils ont à vivre. Puis ce centre d'innovation-là, ben, étant donné qu'on va vers l'innovation, ben, il faut aussi adapter son environnement. C'est-à-dire qu'un dossier qui est super important, le parc d'hivernage de bateaux à Grande-Rivière, oui. Donc on doit s'adapter, d'avoir des infrastructures adaptées pour être en mesure de pouvoir là, mettre ce bateau à l'eau là, puis de pouvoir l'amener en cale sèche. Donc cette acquisition-là va aussi être profitable, entre autres, pour les gens de l'administration portuaire, l'ensemble des pêcheurs qui utilisent présentement un équipement qui est désuet. Juste une dernière question. Financement, échéancier, ça ressemble à quoi? Bon, en réalité, nous, on a déposé un plan d'affaires comme qui nous avait été demandé à Québec, au MAI, dans le même programme dans lequel c'est ouvert pour les zones d'innovation, parce que c'était la fenêtre qui était ouverte, parce que nous, le sous-ministre nous a suggéré la possibilité de déposer un tel dossier dans un laps de temps. Donc, on a déposé un plan d'affaires qui est appuyé par l'ensemble là, des partenaires, que ce soit l'Association des crabiers, que ce soit le groupement des pêcheurs, que ce soit Mérinov, l'École des pêches, FIPEC, nos industriels, même les fournisseurs, Concept Métal Plus, Conception Métal, Naval FMP. Donc, écoutez, le sourdure jaune. Donc, on a même des appuis là, au niveau communauté maritime. On a aussi les appuis de l'innovation maritime. Donc, on a des appuis aussi d'organismes externes qui veulent travailler, qui veulent s'intégrer dans cette démarche-là. Donc, en réalité, le travail qui a été fait pour la zone d'innovation n'est pas nécessairement perdu, parce qu'on maintient un certain réseautage, mais la portée va être moins grande. Puis moi, je vous dirais, ça me touche plus, parce qu'en tant que maire de la ville de Grande-Rivière, mes premières intentions, c'est de s'assurer de faire en sorte que le milieu de proximité profite de ces investissements majeurs-là puis de positionnement. Donc, en réalité, nous, on veut être complémentaire à ce qui existe, mais je vous dirais qu'un bateau directement sur place, dans lequel que l'École des pêches ont même un défi, parce que le bateau date, eux autres, je pense, de 1985. Donc, si on veut bien former nos étudiants, donc, il faut leur donner la possibilité d'être sur un bateau là, vraiment de la fine pointe technologique qui est multi-pêche. Puis en même temps, Mérinov, ça va être un outil additionnel pour les aider au niveau de la recherche et le développement. Puis nous, on vient se positionner aussi comme un pôle stratégique au niveau de la pêche commerciale, entre autres pour les homardiers côtiers à Grande-Rivière. Puis un chiffre, non? Un financement? Je vous dirais qu'au niveau du financement, là, je vous dirais que présentement, ce qui est déposé, là, on parle de l'ordre d'à peu près le maximum 20 millions. Quand même. Il nous parle de mise de fonds, là, je vous dirais, de 20 %. Donc, ça veut dire qu'on parlerait à peu près des 4 millions, mais il y a la possibilité de financer jusqu'à 10 %. Parallèlement à ça aussi, on a décidé d'embaucher un consultant qui travaille présentement aussi au niveau du financement privé pour s'assurer d'avoir l'apport du milieu. Puis on veut profiter aussi du fait de travailler aussi avec les grands donneurs d'ordre comme la MLDV ou Irving, qui eux, ils reçoivent beaucoup d'argent du fédéral, mais qui doivent s'engager à investir aussi dans des projets porteurs. Donc, on est là-dessus aussi là, pour voir la possibilité peut-être d'aller chercher du financement. Puis ça nous permettrait, ça serait considéré comme du financement privé. Donc, en ce qui me concerne, moi, pour attacher 2 millions, dans le milieu, là, j'ai pas de problème. Puis, donc, je suis très confiant. Puis, le projet est très porteur. Puis... 3-5 ans? Comment? 3-5 ans, peut-être? Moi, personnellement, je vous dirais que le projet, il était posé au MAI présentement pour une analyse de pertinence. Normalement, suite à ça, ils nous reviennent avec des recommandations ou des choses. Mais honnêtement, là, je pense que le fait d'avoir travaillé sur le projet de zone d'innovation, puis ce projet-là, parce que ça faisait partie du projet de zone d'innovation. D'accord, c'est vrai. Je pense que le document il est bien documenté. On a fait notre prévision financière. Au près 5 ans, normalement, on attend l'autonomie financière. Donc, les éléments sont là, très confiants. Puis normalement, là, je pense que... Court terme. Très court terme, là, je te dirais même là,
début 2027. Wow, OK, d'accord. Bon, ça, c'est dit. J'ai ajouté un dernier sujet, vous allez voir, on va, juste pour s'amuser un peu. Justement, avant d'aborder ça, avant de parler du Gala du maire, vous avez parlé de hockey. 1985, vous avez dit, là, Mats Naslund était capitaine du Canadien. ça date de ce temps-là, ce bateau-là. Dites-moi juste, parlons hockey. À la radio, WFM, vous avez dit Canadien en 6 ou 7, mais j'ajouterais quelque chose. Dobson, depuis que vous avez fait votre prédiction, il est blessé. Il ne sera pas pour la première série, donc ça change un peu la donne. Êtes-vous toujours confiant? Même sans Dobson, on sait qu'il est blessé, qu'il ne reviendra pas dans la première ronde. Il s'est fait opérer au pouce. Est-ce qu'on y croit toujours au Canadien contre Tampa Bay en 6 ou 7? Ben écoutez, moi, personnellement, je pense qu'on a l'équipe rapide. Là, on a un bon trio qui fonctionne bien présentement. C'est sûr que je pense que, comme certains maires ont mentionné, ils vont se fier, mettons, en 2021. Par contre, là, c'est sûr que c'est une jeune équipe. Là, une jeune équipe. Par contre, ils ont démontré cette année qu'ils ont vu du caractère. Il faut juste pas qu'ils embarquent dans le jeu de certains joueurs qui ont commencé à jouer dans la tête. Là, puis il faut faire attention aussi là, de bien protéger là, nos jeunes espoirs prospects. Donc, normalement, il y a des gens au sein du club qui seront supposés de faire certains jobs, puis en espérant qu'elle va être bien faite pour s'assurer que nos joueurs ne se font pas intimider. Mais par contre, là, je ne sais pas pourquoi, il y a une genre de chimie qui est en place et qu'il donne certains avantages. Là, je pense que aux Canadiens, je pense pas que Tampa perçoit les Canadiens comme en 2021. Là. Ils savent qu'ils ont une équipe en devant eux et que ce ne sera pas nécessairement facile. C'est pour ça que j'ai placé les Canadiens en 6 ou en 7. Parfait. Donc, on se croise les doigts. Allons, Gala du maire, c'est très important. Parlons-en de ce Gala du maire, je pense que c'est le 13 juin, c'est ça? Oui, samedi le 13 juin, oui. Vous avez même lancé un appel, je pense que c'est pour 2 fondations. Vous avez dit la Fondation Claude Blais et la Fondation Jeunesse Élan. Élan Jeunesse. Élan Jeunesse, voilà. Fonds Élan Jeunesse. Alors, parlons-en de ce gala. Le message est lancé à la télé, c'est quoi? Oui. En réalité, c'est M. Claude Blais qui m'avait déjà approché, là, je vous dirais même avant, dans le temps du COVID, là, avant qu'on tombe dans le COVID, là, on avait commencé à travailler sur un projet pour faire un gala du maire porteur, parce qu'on sait qu'à Grande-Rivière, pendant la période estivale, on a fait l'acquisition de quelques équipements de style gala. Centre de congrès, puis je pense qu'on a fait la démonstration avec le 75e de l'École des pêches, là, on avait une belle installation pour tenir des événements importants dans notre MRC Rocher-Percé ici à Grande-Rivière. Dans un contexte là, que je vous dirais d'inflation présentement, de besoins pour une certaine clientèle vulnérable, moi j'ai une attention particulière surtout pour les jeunes enfants, donc on a mis en place là, le fonds Élan Jeunesse, qui concerne entre autres avec des objets très spécifiques là, pour notre clientèle visée, entre autres pour le littoral, puis ainsi que le Bon Pasteur ici à Grande-Rivière. Une des raisons pourquoi que la fête des mères qui va avoir lieu le 9 de mai. Il y a un souper. Il y a un souper, fête des mères. Donc, on réussit à aller chercher des bons commanditaires, puis les profits, et pour donner entre autres à la Fondation Élan Jeunesse. Puis dans 3 ans, on a réussi à recueillir à peu près une trentaine de mille de dollars. Donc la Fondation fait en sorte que les intérêts sont donnés de façon récurrente à la disposition, puis on repart à des besoins. Okay? Donc ça, c'est d'un. Mais pour ce qui concerne le gala, c'est que dans un objectif plus corporatif, parce que quand je me déplace, je vois beaucoup des organisations qui sont faites soit dans la baie des Chaleurs ou aux îles de la Madeleine, des événements porteurs gastronomiques. Donc, on a décidé de prendre ce modèle-là, étant donné qu'on avait les équipements, de faire un genre de gala du maire corporatif, réseautage, avec un objectif là, de redistribuer les profits, là, entre autres, vous avez nommé, mettons, les 2 fonds, mais on est chanceux cette année, on a M. Raymond Chin qui a décidé d'être le président d'honneur de l'événement. Donc, il fait beaucoup d'apports dans le milieu.
Puis c'est un souper gastronomique spectacle parce qu'on va avoir aussi hommage à Pink Floyd qui fait partie du spectacle. Puis le service, le 3 services va être offert entre autres là, par la maison du pêcheur. Ah. Donc il y a un menu qui a été réalisé. On va aller sous forme là, de table corporatif. Donc, les tables là, se détaillent là, à 1 000 pour 8 personnes. Oui. C'est à 150 pièces du billet. Donc, en réalité, normalement, si tu achètes tes billets, ça, c'est 1 200 pour une table. Quelqu'un qui achète une table. Mais l'objectif, là, c'est vraiment d'offrir la possibilité aux gens de la MRC Rochester-Percé d'avoir un moment de réseautage, puis pour l'implication au sein de la communauté. Tu sais, la philanthropie, c'est super important, donc de démontrer que l'image corporative, là, tu sais, l'impact social de notre MRC, nos entreprises, là, c'est important. Donc moi, personnellement, ce que je veux, c'est développer un peu là, cette philosophie-là. Puis c'était pour une bonne cause, parce qu'en réalité, tu sais, les profits là, vont directement là, pour les bonnes causes. Les gens, tu sais, ils adhèrent à ça. Puis d'un autre côté, ben, c'est sûr que les gens disent « 150 pièces du billet », ben, je peux vous dire que si je me compare ce qui se fait présentement à Percé, que ce soit dans la baie des Chaleurs, on parle même de 250, 300 pièces du billet, etc. Okay. Donc, personnellement, là, à 150 pièces, qui est normalement, si tu prends une table à 125 pièces, que tu as accès à un souper corporatif, fruits de mer, servi par la maison du pêcheur, avec un homme d'affaires de prestige comme Raymond Chin, spectacle avec hommage à Pink Floyd. Je pense que tous les éléments sont là pour faire une super de belle soirée. Donc, on est très confiant là, que le monde va adhérer. Les gens appellent pour les tables. C'est bon. Puis c'est sûr que je pense que le défi qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir trop de demandes pour les tables disponibles. C'est pour ça qu'on demande aux gens, on a ciblé des entreprises et il y a des forts-ports, des envois personnalisés qui vont être envoyés. Puis c'est en train de se faire, puis on veut avoir une réponse d'ici à la mi-mai. Ah, quand même. Parce que, je vous le dis, là... On attend combien de personnes à peu près? Je vous dirais que l'objectif, c'est 250 personnes. OK, parfait. Donc, pour terminer, je soupçonne que vous êtes amateur de Pink Floyd. Ben écoutez, je pense que oui, je suis amateur de Pink Floyd, mais l'idée, là, tu sais... c'est venu, entre autres par Claude Blais. C'est que Claude, en réalité, lui... c'est un gars qui donne beaucoup de son temps pour des bonnes causes, puis il a beaucoup travaillé pour la mise en place là, de la cohorte, de technique policière à Gaspé. Donc, lui, il voulait s'assurer de faire une genre de créer une fondation pour que les futurs policiers qui s'investissent dans le domaine communautaire puissent avoir accès à une bourse. Donc, via ses contacts, connaissant, là, des gens là, qui font partie de l'organisation, entre autres des policiers. Donc, l'idée est venue, puis il y a eu une approche. Puis je pense que c'est nostalgique un peu. Là, les gens d'affaires, là, c'est une belle époque aussi. Mais oui. Puis les gens, quand je leur parle de ça, là, les gens ils disent « Wow, c'était une super de belle soirée. » Absolument. Puis personnellement, là, le complexe sportif des Jardins, là, avec les rideaux noirs, puis les décorations qui vont être mises en place, là, tu rentres, puis ça fait pas passer d'une aréna. C'est comme si c'est un mini centre de congrès qui se transforme pendant la période estivale. Oui, j'ai été témoin de ça. Juste une dernière chose, pour qui veut, qui s'intéresse, qui dit, moi, j'ai écouté l'entrevue, je fais quoi? Je veux investir, je veux acheter une table, j'appelle où? Présentement, là, je vous dirais, idéalement, là, c'est soit communiquer avec moi, directement avec le maire, ou la directrice là, des loisirs, là, Mme Jennifer Alain Meunier, ou M. Claude Blais. Donc, mais il reste qu'on va partager l'information. On a ciblé là, aussi des entreprises. Les forts-ports vont être envoyés là, bientôt. Donc, je vous dirais là, que même là, l'envoi du billet... ça va être quelque chose de wow. Puis je trouve que on n'en fait pas assez d'événements comme ça, de regroupement de gens d'affaires. Là, je me compare un peu des fois à ce qui se passe à la baie des Chaleurs, Gaspé, je vais aux îles de la Madeleine. Donc, c'est des belles occasions
de démontrer les efforts de la prospérité, puis de sensibiliser les gens, de l'importance d'investir dans son milieu. C'est bon, merci, ce sera dit. Bravo, merci, puis on se dit au mois prochain. Merci. Ça fait plaisir. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. L'intelligence artificielle et l'automatisation ne sont plus l'apanage des grandes tours à bureaux de Montréal. À Chandler, Stéphane Cahoué, propriétaire de Cahoué Services Informatiques, s'est donné pour mission de démocratiser ces technologies pour les petites et moyennes entreprises de la Gaspésie. En misant sur une approche éthique et sur mesure, ce consultant et enseignant accompagne les entrepreneurs locaux dans un virage numérique qui respecte avant tout la confidentialité et la sécurité des données. Bon, on va commencer peut-être, si tu veux bien, par te présenter. Dans le fond, ça va nous connecter un petit peu à parler du besoin sur le terrain, mais justement, tu as lancé il n'y a pas très longtemps, on va dire il y a quelques mois, Cahoué Services Informatiques, et qui est basé à Chandler, si je ne me trompe pas. Oui, exactement, à Chandler. Et qu'est-ce qui t'a poussé, dans le fond, à créer ce service spécifiquement pour... et si j'ai bien compris, en allant voir sur les sites, c'est que ça a l'air d'être assez dirigé pour les petites et moyennes entreprises en Gaspésie. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ta démarche et pourquoi avoir décidé de lancer ces services-là? Okay, moi, je vais commencer par me présenter moi. Moi, c'est Cahoué Stéphane. Je suis originaire du Togo et je suis au Québec depuis bientôt 5 ans. Je suis consultant en informatique et enseignant au CFP à Chandler. Et dans ma carrière, j'ai toujours été dans l'informatique. Okay. Donc, c'est quelque chose que je faisais déjà. C'est quelque chose que je fais présentement. C'est quelque chose que je veux faire plus tard. Donc, je suis titulaire d'un baccalauréat en sciences informatiques et ici au Québec, un DEP en soutien informatique. Donc, peut-être certainement se poser la question, pourquoi un DEP si j'avais déjà fait un bac? C'est justement parce qu'au départ, le Québec ne reconnaissait pas mon bac, mais plus tard, ça a été fait. Mais je terminais déjà mon DEP. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai travaillé quand même dans le coin en informatique et j'ai réussi à décrocher un emploi dans le même DEP que j'ai fait comme enseignant. Donc, pour faire simple, vendredi, je partais comme étudiant, je revenais le lundi comme enseignant. Intéressant. Donc, moi, mon constat pour créer mon entreprise, il est simple. Je voyais que, de par mon expérience sur le terrain ici en Gaspésie, plusieurs fois, on a eu à faire recours aux entreprises de la ville. Donc, je me demande pourquoi est-ce qu'on a de beaux projets, on a de belles compétences ici en région, mais on doit tout le temps importer forcément soit de Montréal ou même des États-Unis. Donc, c'est là que je me suis dit, avec les nouvelles technologies qui s'en viennent, le risque, c'est de vouloir encore dépendre des compagnies externes pour pouvoir faire rouler, peut-être chez nous ici, de l'intelligence artificielle, des applications métiers, ou toutes ces affaires-là. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer? Donc, j'avais déjà une petite base de clients pour qui je travaillais. Mais là, je me suis dit, je vais vraiment formaliser tout ça, le publier pour que les gens me connaissent, pour que les gens sachent que, OK, moi, en tant que Stéphane Cahoué, je suis capable de proposer des services d'intelligence artificielle. Donc, le constat, c'est vraiment, on a plusieurs besoins dans la région, que ce soit des besoins de formation, rehaussement de compétences ou d'intelligence artificielle ou d'application, mais on a très peu de ressources disponibles directement sur le terrain. Donc, c'est à ce besoin-là directement que moi, je réponds.
Intéressant. C'est parce on a souvent l'impression que je vais mettre haute technologie ou toutes ces nouvelles technologies que c'est réservé souvent dans les grandes tours à bureaux à Montréal. Exactement. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a des services et des commerces qui pourraient bénéficier de ça aujourd'hui. Est-ce que tu penses que dans la région, il y a un virage numérique, on va dire 2, 3.0, je ne sais pas où on est rendu, mais qui pourrait être encore plus développé que ça? Oui, exactement. Ça s'en vient petit à petit. Et aussi, les acteurs, je parle d'acteurs, je parle des entreprises informatiques de la région, on en est pour beaucoup. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que le besoin est là, les entreprises ont envie d'y aller. C'est pas les entreprises en Gaspésie sont soucieuses de leur avancée technologique. Les entreprises ont envie. C'est pas comme dans certains cadres où c'est l'entreprise qui dit non, je veux pas changer, je reste sur ce qui fonctionne déjà. Mais les entreprises sont déjà motivées pour améliorer leur processus. Donc, ce qui manque derrière, c'est les acteurs disponibles sur le marché pour effectivement les accompagner dans cette transition-là, comme on le dit. Et on va penser souvent que intelligence artificielle, cloud, tout ça, c'est pour les grandes entreprises, mais pas forcément. Parfois, c'est de petits services, de petits modules ou de petites formations qui permettent aux gens de, OK, je n'étais pas au courant que ça se passait comme ça, mais là, j'ai appris que ça s'est passé comme ça. Ou donner la bonne information. Comment est-ce que je peux acheter le bon type de licence? Donc, c'est pas nécessairement de gros mandats qu'on aura à faire, mais c'est parfois de petits mandats comme ça, ou mis ensemble, où les entreprises aussi bénéficient de notre expertise. Est-ce que j'aimerais qu'on démystifie un petit peu avec toi justement l'intelligence artificielle ou l'automatisation, parce que je sais que ça peut faire peur des fois pour des gens, où c'est peut-être aussi beaucoup un mot à la mode. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises là-dessous et que c'est pas forcément ce qu'on pense. Mais concrètement, admettons, si tu avais un exemple, une petite entreprise de la région qui a quelques employés ou pas, ou comment est-ce qu'elle peut bénéficier comme ça de l'IA, ou est-ce que ça peut s'intégrer à leur quotidien? Est-ce que c'est vrai que ça peut faciliter aussi la tâche ou aider dans le fond ces entreprises-là? Ouais, c'est vrai que c'est devenu un terme quand même à la mode ces derniers temps de intelligence artificielle, où des grosses compagnies promettent quand même beaucoup de choses révolutionnées, etc. Mais dans les faits, effectivement, c'est possible comment est-ce que je vais dire ça? C'est possible d'améliorer grandement la productivité de nos entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes. Donc, un exemple simple, c'est une entreprise qui reçoit, par exemple, plein de mails, que c'est à chaque fois qu'elle doit peut-être aller repérer des mots-clés. Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est une relance? Est-ce que c'est une facture? Mais derrière, on peut avoir un petit module intelligent qui est capable de faire le classement là automatique. Donc, c'est quelque chose de quand même simple. Mais présentement, sur le marché, on se rend compte que les grosses entreprises proposent des packages complets. Donc, il y a 10 fonctionnalités, peut-être l'entreprise en a besoin d'une, mais elle va payer la grosse licence au complet. Donc, nous, on est capable d'aller derrière développer ce petit module-là que l'entreprise a besoin, qui est ciblé vraiment à son besoin. Donc, il y a plein d'exemples. Parfois, dans les entreprises, c'est juste utiliser tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, ChatGPT, Claude, Gemini et tout. C'est comment est-ce qu'on pourrait amener ces outils-là dans nos entreprises. Donc, les outils existent. Les outils ont leurs gros avantages, mais aussi derrière, il y a de petits inconvénients, tout ce qui est gouvernance de données, tout ce qui est confidentialité, tout ce qui est sécurité. Mais c'est comment, pour une entreprise qui aimerait utiliser de l'intelligence artificielle générative pour peut-être faciliter sa rédaction de mails, etc., les conseiller, les amener à acheter la bonne licence, signer les bons contrats avec le bon fournisseur pour garder leurs données en sécurité. Donc, ce n'est pas nécessairement des travaux où on vient implémenter, mais c'est parfois des travaux où on vient accompagner sur ce qui existe déjà. Est-ce que c'est comme le sur-mesure versus le prêt-à-porter? Parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais sur le App Store ou Google App, tout ça, je peux voir des applications qui sont déjà toutes, comme tu dis, peut-être qu'il y a plein de fonctionnalités, on n'a pas forcément besoin de tout. Mais ce que je comprends, c'est que des entreprises comme la tienne, vous pouvez faire vraiment du sur-mesure. C'est quelque chose qui est vraiment, on va sélectionner un besoin et on est capable de créer une application pour ce besoin-là. Exactement. Moi, je les appelle des applications métiers ciblées. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est comme tu viens de le dire justement, c'est d'aller cibler le besoin de notre entreprise. Certes, on est en Gaspésie, les entreprises peuvent se ressembler, mais n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc, le travail d'analyse derrière, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment voir est-ce que l'entreprise a réellement besoin d'intelligence artificielle. Parfois, c'est juste de l'automatisation.
C'est juste une automatisation simple, basée sur des conditions simples, qui ne relève même pas de l'intelligence artificielle. Donc, ça permet de cibler le besoin de l'entreprise et ça évite à l'entreprise d'aller acheter un gros ERP qui a été de base conçu pour les grandes entreprises, des grands centres, mais qu'ici en région, on n'en a pas forcément besoin. Donc, pourquoi payer plus cher, surtout dans le contexte économique actuel, des outils que derrière nous, on est capable de vraiment cibler, de développer. Donc, pour un projet qui va peut-être prendre 6 mois de conception pour développer un gros package au complet, mais là, on peut cibler pour dire, OK, ça, c'est prioritaire. Ce service-là, il est prioritaire. On va aller développer l'outil derrière qui va vous permettre d'aller plus vite. Des fois que vous voulez peut-être faire un update, un upgrade, nous, on va continuer à travailler derrière, mais on ne vous bloque quand même pas. Et derrière aussi, ce que je privilégie beaucoup de par mon entreprise, c'est et du sur-mesure et de l'accompagnement continu. Je ne veux pas livrer une solution que l'entreprise est dépendante de moi tout le temps. Donc, moi, je suis enseignant dans la vie. Et donc, la pédagogie accompagne toujours mes projets que je livre. D'accord. Mais des fois, on le sait. Enfin, je pense des fois, même pour moi, on le sait même pas quand on sait pas que ça existe. On sait même pas qu'on pourrait se faire supporter par des outils. Je sais qu'on est beaucoup, parce que ça avance tellement vite aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 10, 20 ans. Quand on était jeune, ça prenait du temps avant de passer à une application supérieure ou à des choses qui pouvaient améliorer. Mais là, on dirait que chaque mois, chaque 6 mois, on est surpris par l'avancée de ces choses-là. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais pour le commun des mortels ou les gens qui nous écoutent et de dire comment une façon de se renseigner pour savoir qu'est-ce qui existe, comment on se peut faire supporter. J'imagine que ça serait peut-être de t'appeler, mais aussi d'avoir est-ce que c'est bon d'aller se renseigner. Enfin, c'est plutôt ça un peu ma question, c'est quand on sait que ça n'existe pas, comment est-ce que c'est qu'on peut se faire supporter? La première chose aussi, c'est d'abord être ouvert, en fait. C'est l'ouverture d'abord pour nos entreprises, moi y compris, c'est de savoir qu'on n'a pas la pleine maîtrise, même si on a l'habitude de le faire il y a 10 ans, ça se peut qu'on ne le fait pas de la façon la plus correcte possible. Il y a toujours la place à optimiser. Donc, c'est d'abord avoir l'ouverture nécessaire pour se dire, OK, moi, je pense qu'il doit y avoir des procédés qui sont sortis. Et pour savoir, c'est parfois les canaux simples, Internet, Google, les réseaux sociaux. Actuellement, pour vulgariser de l'information, la plupart du temps, c'est sur les réseaux sociaux. Mais aussi, si vous voulez avoir quelque chose de certifié par un expert qui a fait l'étude dessus, qui a dit, OK, ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser, c'est quelque chose qui respecte vos données, quelque chose qui respecte la sécurité, la confidentialité, c'est forcément passer par des entreprises comme la mienne. Donc, moi, derrière, je suis capable d'aller authentifier un produit pour dire que ce produit-là, il va avec le besoin que tu as. Donc, au-delà des recherches que les clients peuvent faire au jour le jour, c'est pas forcément évident parce que les entreprises n'ont pas vraiment le temps de gérer tout ça au même moment et de compiler ce genre d'informations. Et c'est pas rentable pour eux non plus de recruter une ressource interne pour faire cette veille informationnelle-là. Donc, cette partie peut être sous-traitée. Nous, on peut identifier vos besoins, vous faire des analyses fonctionnelles, vous proposer une liste de catalogues. Donc, dans le catalogue, vous choisissez ce qui est prioritaire pour vous. Et nous, tout le temps, on va faire un travail derrière de veille informationnelle et de mettre à jour s'il le faut. Donc, c'est vraiment un résumé. D'abord, l'ouverture d'esprit. Être capable d'accepter que je peux changer ma façon de travailler sans nuire à la qualité et de faire appel aux experts. OK. Un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est souvent, il y a la sécurité, tu en parles un petit peu là aussi. Il y a ce fameux casse-tête de la loi 25. Il y a d'ailleurs, sur ton site, si je me trompe pas, ça indique pas de cookies ici, juste un site qui respecte votre vie privée. Comment est-ce qu'on tricote tout ça? Parce que je sais que des fois, aujourd'hui, parce que tout tend à devenir, à s'en aller vers le numérique, même nos documents, tout ça, on peut être peut-être la cible et avoir des craintes de cible de pirates, tout ça. Et je pense que dans un de tes posts, tu parlais aussi d'éthique, tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant de combiner ça à la technologie. Comment toi, tu combines, dans le fond? C'est un peu ma question. Comment toi, tu relis l'éthique avec tout ça? Exactement. Donc, moi, la phrase que je prononce souvent, c'est que l'informatique doit être éthique pour les gens d'ici. Et derrière
l'informatique, pour moi, c'est d'abord résoudre le problème de quelqu'un et ne pas lui créer d'autres problèmes supplémentaires. Donc, avec nos solutions, si on est capable de vraiment résoudre le problème du client, ça le premier, il y a une bonne partie du travail qui est fait. Et ensuite de ça vient tout ce qui est loi 25, confidentialité et tout. Donc, la solution que je propose, est-ce que ça règle le problème du client? OK. Mais est-ce que ça répond à des valeurs éthiques? Est-ce que ça répond à la réglementation en vigueur au Québec? Donc, ce n'est pas seulement régler le problème, envoyer une facture, se faire payer et partir, mais c'est régler le problème de la manière la plus efficace possible. Donc, je viens régler le problème, je viens apporter une solution sécuritaire dont le client a confiance au système qu'on vient lui installer. Il est tout à fait conscient qu'il peut soit déléguer des tâches à ce système-là ou soit envoyer des données qui peuvent être sensibles. Donc, dépendamment du niveau de sensibilité, on est capable d'aller plus pointu dans tout ce qui est gestion, sécurité, confidentialité. Et vu que les pénalités sont quand même grosses au niveau de la loi 25, on accompagne aussi ces clients-là. Donc, moi, derrière, j'ai passé des certifications pour être quand même outillé vraiment pour proposer des solutions concrètes, éthiques. Donc, je le répète souvent, mais faudrait pas juste faire de l'informatique pour faire du cash, mais il faudrait faire de l'informatique pour régler les problèmes. Surtout qu'on est ici dans une petite communauté. Ça se peut que le chef d'entreprise pour qui tu as développé une application, bah, tu le retrouves au magasin plus tard, tu le retrouves à l'épicerie. Ce serait pas bien qu'il te voit de mauvais œil, il te dise, ah, finalement, non, j'ai fait affaire avec ce monsieur, j'ai eu des troubles par après, j'ai dû payer des pénalités et tout. Ou mes données se sont retrouvées finalement dans un système qui a finalement leaké. Et là, tout le monde a accès à mes données sensibles. Là, je suis prêt à régler ces problèmes-là en arrière. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne défends pas forcément. Et c'est aussi vu que moi, certes, moi, je suis, dans ce cas, entrepreneur, mais je suis aussi client dans d'autres entreprises. Donc, la façon dont je voudrais qu'on me traite dans ces entreprises-là, c'est de cette façon aussi que moi, j'aimerais traiter mes clients. Donc, le client doit avoir confiance au système que tu lui installes et le client doit pouvoir aisément travailler là-dedans. Donc, régler le problème, mais régler le problème aussi de la façon la plus éthique possible. Donc, on ne va pas, par exemple, savoir qu'un logiciel peut collecter des données, mais ne pas le mentionner parce que je fais une grosse marge sur ce logiciel-là. C'est un exemple que je donne. C'est des choses que je ne ferai pas. Et pour mon site web, par exemple, c'est ce que je mets en avant. Je ne collecte pas de cookies tout simplement. Je ne fais pas de la revente de données derrière parce que pour moi, je trouve que ce n'est pas éthique. Parfois, les conditions de confidentialité, c'est écrit en tout petit, tu ne vois pas bien ce qu'on écrit, tu ne vois pas bien ce qu'on collecte. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser une nouvelle approche. Et j'ai été quand même approché par d'autres entreprises. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des statistiques de notre site web sans utiliser des cookies. Ah oui, ça se fait. Donc moi, je suis capable de te proposer des services si tu veux. Je suis capable de venir designer ça derrière ton site web. Donc, comme je dis, c'est l'ouverture. Donc, les gens l'ont constaté, ils ont été ouverts. Finalement, ça se fait, on ne savait pas. On va lui poser la question pour voir comment ça se fait. Ça veut dire qu'on peut consommer local, même dans ce domaine-là. C'est ça que je comprends. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais qu'on peut aller sur des sites Internet et commander une application, puis c'est fait peut-être par des Chinois ou des Coréens qu'on ne verra jamais le visage. Exactement. J'ai rien contre eux, mais c'est pour dire que c'est pour dire qu'il y a vraiment quelque chose dans le niveau de la mondialisation à ce côté-là. Mais comme tu dis, peut-être que si on revient à quelque chose de plus local, peut-être qu'il y a quelque chose de plus respectueux, mais aussi de plus éthique, comme tu as dit là. Exactement. Je pourrais aussi parler, parce que là on a parlé d'intelligence artificielle, mais j'ai aussi, j'appelle ça de la présence numérique sur le web. Oui, vas-y, c'est intéressant. C'est quoi ça? Oui, moi, je l'appelle, j'ai l'habitude de nommer moi-même les services. Je n'utilise pas les termes marketing qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Mais pour moi, la présence du web, j'ai remarqué beaucoup qu'en Gaspésie, on a plusieurs entrepreneurs, plusieurs travailleurs autonomes, plusieurs petites entreprises, parfois même des grandes entreprises qui utilisent toujours des outils comme par exemple Gmail pour leur communication. C'est correct, derrière ça ne nuit pas vraiment à la qualité de service de ces entreprises-là. Mais ce que la plupart des entreprises ne savent pas, c'est plus tu grossis, plus tu agrèges de l'information et les moteurs de recherche ou les outils gratuits derrière collectent les informations pour entraîner leur logiciel, leur bot. Donc, moi, ce que je recommanderais aux entreprises, c'est d'avoir un nom de domaine personnalisé.
d'avoir une fiche Google personnalisée à leur nom. Supposons que l'entreprise s'appelle ABC Inc., d'avoir quelque chose qui s'appelle abcinc.com. Et avec du abcinc.com, ça coûte vraiment pas grand-chose. On est capable d'aller avoir des contrats qu'on appelle des SLA et des conditions d'utilisation strictes. Donc, on a une entente avec le fournisseur. Donc, ce n'est pas forcément... Ça peut toujours être chez Gmail ou chez Hotmail, mais derrière, la version là nous permet d'avoir des accords de confidentialité. Donc, s'il y a une fuite de données ou si on se rend compte que le fournisseur ne respecte pas ce qu'il a mis dans le contrat, là, on est capable d'avoir des poursuites judiciaires. Surtout avec la loi 25, c'est quelque chose que je recommande. Ce n'est pas quelque chose d'urgent. Ce n'est pas quelque chose de genre que si c'est pas fait, c'est que non, comme je le dis au départ, ça ne nuit pas à la qualité de service des entreprises, mais c'est quelque chose que je recommande, que je trouve quand même important. Et moi, j'ai déjà accompagné plusieurs entreprises pour avoir leur propre nom de domaine, pour avoir les versions des applications qu'ils utilisent, d'aller voir. Même si c'est la version gratuite, on est capable d'aller voir dans les paramètres et de décocher certaines options pour éviter que les données comme ça puissent être ramassées par ces gros fournisseurs. D'accord. Et peut-être, j'ai pas posé cette question, mais pour les gens qui nous écoutent sont un peu moins familiers de la loi 25, mais quel est l'impact qu'elle peut avoir concrètement sur tout ce que tu fais et tout ce qui, dans le fond, tout ce qu'on peut avoir peut-être même dans nos propres entreprises? La loi 25 a été promulguée par le gouvernement du Québec et elle vise à réglementer l'accès à l'information. Donc, l'accès à l'information que les entreprises collectent vis-à-vis des clients ou des employés. Donc, la loi 25, c'est en fait l'entreprise qui fait affaire avec des clients ou des employés doit explicitement expliquer comment est-ce que ces données-là sont traitées, soit sur leur site web, soit désigner un représentant de la loi 25 qui va pouvoir répondre aux questions ou aux attentes, aux interrogations, soit des clients, soit des employés. Donc, c'est vraiment des responsabilités vis-à-vis des entreprises. Mais vu que nous, parfois aussi, certes, on est dans notre entreprise, mais on est aussi employé dans d'autres entreprises, on doit aussi connaître c'est quoi les implications et savoir comment est-ce qu'on peut aider l'entreprise là, contribuer au fait que l'entreprise puisse être respectueuse de la loi 25. Donc, je donne un exemple simple du contenu de la loi 25, c'est l'entreprise doit désigner un représentant des renseignements personnels. Donc, quelqu'un qui est responsable des renseignements personnels dans l'entreprise. Et cette personne-là doit être capable de répondre à des questions simples. Qu'est-ce que vous collectez comme information? Où est-ce que c'est stocké? Qui est-ce qui a accès? Donc, la loi 25 n'impose pas, par exemple, que les données doivent être au Québec, parce que certains pensent que ça nous oblige à avoir nos informations seulement au Québec, pas nécessairement. Donc, la loi 25 nous répond, le responsable doit répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que l'entreprise collecte? Où est-ce que c'est stocké? Et qui est-ce qui a accès? Et la personne aussi doit être capable de gérer ce qu'on appelle les litiges. Donc, s'il y a un utilisateur ou un client ne fait plus affaire avec cette entreprise-là, le client a légitimement le droit de demander la suppression de ses renseignements personnels. Et la personne responsable doit effectivement confirmer au client que ces renseignements personnels ont bel et bien été supprimés. Donc, en gros, ce n'est pas quelque chose pour punir les entreprises, mais c'est plus pour réglementer le traitement des informations. Parce qu'avant ça, c'était vraiment du laisser-aller. On a vu des entreprises qui collectaient des informations qui n'en ont pas besoin. Par exemple, quelqu'un qui vient peut-être faire ton jardin n'a pas besoin de collecter ta date de naissance, par exemple. C'est un exemple que je donne. Mais on a vu qu'il y avait vraiment trop de laisser-aller par rapport à ces informations des employés ou des clients. Et ce qui arrive, c'est que ces informations se sont retrouvées sur des brokers de données. Donc, les brokers de données, c'est des gens qui achètent les informations de ces entreprises pour les vendre aux entreprises publicitaires. Alors, par où commencer? Parce que là, on pourrait comme conclure un peu là-dessus et dire les premiers pas, là, tu en as parlé un petit peu. On est des entrepreneurs qui nous écoutent ou qui font des tâches un peu répétitives ou tout simplement qui se posent la question s'il y aurait moyen d'automatiser des choses ou de se faire supporter. Parce que je comprends, c'est que l'idée, c'est qu'on ne devienne pas esclave de la technologie, mais peut-être un peu l'inverse, qu'on se fasse supporter. Alors, par où est-ce qu'on commence? Est-ce que physiquement, toi, t'as pignon sur rue? Est-ce qu'on peut pousser une porte pour venir te voir? Est-ce qu'on t'appelle? Comment ça fonctionne? Moi, j'ai toutes les informations de contact sur mon site web.
Parfois, je me promène aussi avec mes cadres d'affaires quand je croise quelqu'un que, voilà, il me reconnaît. Ah, salut, c'est toi qui as fait ce système-là, oui. Comment est-ce que je te contacte? Je donne mes informations et aussi sur mes réseaux sociaux. Donc, présentement, je n'ai pas de bureau physique. C'est moi qui me déplace chez les clients, mais c'est en cours. C'est en cours. Je vais bientôt annoncer que j'ai un bureau physique. Je peux faire des rencontres et aussi faire de la location de salles des fois que je veux faire de la formation. D'accord. Bah, merci en tout cas, Stéphane, pour ton temps. Pas de problème. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Face à un système judiciaire souvent engorgé et impersonnel, existe-t-il une voie plus humaine pour résoudre nos conflits ? Qu'il s'agisse d'une chicane de voisinage qui s'envenime ou d'une infraction mineure, l'organisme Equijustice Gaspésie propose de délaisser le marteau du juge pour privilégier le dialogue et la réparation. À travers la médiation citoyenne et le programme de mesures de rechange générale, cette approche redonne une voix aux victimes et offre une véritable deuxième chance aux contrevenants. Nous explorons aujourd'hui l'art de rétablir les ponts au sein de nos communautés avec Madame Bessette Lambert, intervenante PMRG. Chez Equijustice Gaspésie, c'est avant tout une approche qui est humaine. La mission de la médiation citoyenne, c'est plus favoriser l'accès, l'implication des personnes dans les activités, puis en marge des tribunaux. Dans le fond, c'est de leur offrir un espace confidentiel, sécuritaire, puis surtout gratuit. C'est un service qui est gratuit, offert à la population. Puis je trouve que c'est important qu'on puisse en faire bénéficier le plus possible. D'accord. C'est aussi de promouvoir la communication, le vivre ensemble, puis de mettre en place des espaces d'échange entre les personnes afin de rétablir un lien social qui est brisé. C'est les outiller, les aider à faire face à des situations dans la vie quotidienne qui est plus difficile pour eux à gérer. D'accord. Et peut-être que tu as cité le mot PMR, enfin le PMRG, si tu pouvais nous donner, juste pour ceux qui sont moins familiers, c'est quoi là qu'est-ce que ça veut dire? Le programme de mesures de rechange générale, c'est vraiment une alternative au parcours judiciaire qui est traditionnel. Concrètement, ça permet à une personne qui a commis une infraction, souvent moins grave, de prendre ses responsabilités sur les gestes qui ont été commis, autrement que par le passage du tribunal traditionnel. Dans le fond, au PMRG, moi, j'accompagne les personnes dans une démarche qui est volontaire, où on va l'amener à réfléchir sur le geste, comprendre les impacts qui ont été causés, là, dans le fond, les torts qui ont été causés, puis à poser une action concrète pour le plus possible réparer la situation. Ça peut prendre plusieurs formes avec un participant au PMRG. Là, ça peut être une rencontre de dialogue. Ça peut être une lettre d'excuse, un
une implication quelconque dans la communauté. Ça peut être un dédommagement à la collectivité. Dans le fond, ça serait de communiquer avec un organisme qui tient réellement à cœur aux participants, qui pour lui, ça fait une différence. Puis de pouvoir faire soit des travaux bénévoles ou faire un dédommagement à la collectivité, à l'organisme. Fait que ça viendrait à aider. Tu sais, dans le fond, il y a vraiment une suite d'apprentissage avant de faire la mesure. Il faut qu'il réalise les torts qu'il a causés, il faut qu'il prenne ses responsabilités. D'accord. En gros, c'est ça le PMRG. Puis si on en revient donc à l'équijustice, et je me demandais, on va utiliser peut-être quelques exemples un peu plus, c'est cité comme exemple, c'est pas forcément des cas qui existent pour vrai, mais pour mes prochaines questions, j'avais comme par exemple, si on prenait l'exemple d'un conflit qui éclate avec un voisin, par exemple, le bruit, le terrain. Je sais que les gens peuvent avoir le réflexe d'appeler la police, mais ce que je comprends dans le fond, ou d'envoyer une mise en demeure, dans le fond, est-ce que c'est parce qu'on a perdu la capacité simplement de s'asseoir ou discuter, ou est-ce que c'est justement les services que vous offrez comme ça avec des médiateurs, c'est comme essayer de prendre plutôt ce chemin qu'un autre. Dans le fond, comment on peut réussir à rétablir un peu ce pont en changeant un petit peu les réflexes des gens? C'est sûr que on observe que les gens vont beaucoup plus facilement vers la Sûreté du Québec ou peu importe là, en dialogue, en démarche de communication. C'est pas tant qu'on a perdu la capacité de se parler, je pense que c'est plus qu'on a moins l'espace puis les outils. On est, pour que ça se fasse plus sereinement. D'accord. Dans le sens que les conflits de voisinage, souvent, ça touche à nous, là, c'est intime. Là, c'est notre chez nous, c'est nos habitudes, c'est un sentiment de respect qui n'est pas respecté, justement, là, souvent. Là. Fait que ça fait souvent monter les émotions, c'est là que ça crée des malentendus. Fait que, il y a d'autres facteurs aussi qui fait que on perd un peu notre dialogue. C'est aussi la peur de mal faire, le manque de confiance un peu en nous aussi, à savoir comment qu'on va pouvoir gérer la situation sans que ça déborde. Puis j'ai souvent entendu aussi, ça donnera rien de toute façon. Fait que, c'est là que la médiation citoyenne entre un peu en jeu. Là. Les médiateurs sont pas là pour trancher ou pour imposer une solution. Ils créent vraiment un espace qui est sécuritaire, qui est neutre, qui est respectueux, où chacun peut s'exprimer comme il souhaite. Nous, on utilise le mot pluripartialité. Là. Dans le fond, on est impartial, mais des deux bords. On n'a pas de parti pris, on va vraiment prendre le temps d'écouter à 100% les personnes impliquées pour pouvoir justement avoir une meilleure gestion du conflit, pour qu'eux arrivent à trouver une solution par eux-mêmes. Est-ce que ça fait que quand on est le fait d'être dans une communauté comme ça, un peu plus, où les gens se connaissent un petit peu plus, là, que tout le monde connaît un petit peu tout le monde, on va dire dans les petits milieux, est-ce que ça peut rendre ça plus facile ou des fois ça peut complexifier la tâche de médiation? Je dirais que ça peut être autant un comme autant l'autre. Ce que je veux dire avec ça, c'est que la réalité qu'on vit un peu en Gaspésie, c'est qu'on a des communautés qui sont très c'est serré. Mm-hmm. Fait que clairement, d'une certaine façon, ça peut faciliter la médiation. Les gens savent qu'on va les recroiser.
mettons, un conflit, là, ben, la madame va savoir qu'elle va recroiser cette personne-là ailleurs, à l'épicerie, à l'école, dans les activités du village, à un festival. Fait que, tu sais, souvent, le désir réel de préserver l'harmonie dans tout ça, qui est important. Puis, tu sais, c'est un sentiment qui est tu sais, préserver l'harmonie, c'est vraiment important. Fait que je dirais que ça peut être un levier qui est quand même assez puissant, là. Tu sais, on est plus porté à vouloir gérer le conflit de façon durable que de gagner son point de vue, dans le fond. Puis, de l'autre côté, ce qui peut être un petit peu plus complexe, c'est que les conflits sont souvent isolés dans le sens que c'est une histoire, c'est une famille, parfois c'est des non-dits qui ont été accumulés pendant des années, qui peuvent aussi changer des dynamiques qui sont familiales. Le regard des autres pèse lourd. La peur du jugement, les rumeurs, tu sais, ça peut freiner un petit peu les démarches en médiation. Mais c'est justement là que la médiation prend comme tout son sens. Elle offre un espace qui est confidentiel, à l'abri un peu des regards du village. Tu sais, ils peuvent prendre le temps de parler, de discuter de tout ce qui les dérange, en sachant très bien que la démarche est confidentielle. Fait que, tu sais, les liens familiaux qui sont comme plus complexes à gérer ou plus, mais qui sont vraiment importants, ben, en sachant que c'est un espace qui est confidentiel à l'abri du regard, où ce qu'on se sent comme moins, on se sent pas jugé parce que dans le fond, nous, on est là pour maintenir un climat de respect, là. Fait que oui, la proximité peut compliquer les choses, mais elle peut être aussi une force vraiment super quand on réussit à mettre en place un dialogue. D'accord, intéressant. Et puis, j'aimerais revenir un petit peu, tu as parlé un petit peu tout à l'heure du PMRG, justement, et la justice réparatrice. Je trouvais ça intriguant quand même que, en fait, ce que je comprends, c'est que, bon, tu l'as un peu nommé, quand un adulte commet une infraction mineure, on peut éviter d'avoir un casier judiciaire, elle peut réparer son geste. Est-ce que certaines personnes, je sais pas, plus sévères pourraient dire que c'est une approche trop douce ou une simple tape sur les doigts, un peu comme pour des contrevenants? Toi, tu répondrais quoi à ceux qui pensent que c'est peut-être pas assez, ou comment ça fonctionne au niveau du tribunal, ça? C'est pas la première fois que je l'entends, mettons. Que c'est une approche qui est qui est plus douce, là. Mais je te dirais que quand on se met à expliquer vraiment c'est quoi le PMRG, justement, là, ou le LGPA, là, ça tient pas longtemps. Parce que c'est pas plus facile de prendre ses responsabilités pour des gestes ou regarder les impacts. Tu sais, faire face, là, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Fait que, d'où que je dis que c'est pas une approche qui est trop douce, mais c'est une démarche qui est exigeante parce que ça t'amène à travailler sur toi-même. Puis c'est confrontant aussi. C'est plus confrontant que de dire « Ah, ben je vais payer une amende, puis ça va être fini. » Tu apprends vraiment à évaluer les torts, puis concrètement à faire face à ce qui s'est passé. La justice réparatrice remplace pas tout le système non plus, là. Ça s'applique à certaines situations avec des critères précis. Puis, faut pas oublier que c'est toujours sur une base qui est volontaire. Ça se peut qu'ils disent moi ça m'intéresse pas cette démarche-là, je vais retourner au tribunal. Ça fait partie de ses droits. Je dirais plus que le système judiciaire comme traditionnel, là, comme qu'on le connaît tous, là, a besoin de garder sa place. Nous, on est comme un peu en complémentarité avec ça.
L'approche se distingue vraiment par rapport à responsabiliser, réparer les torts qui ont été causés, prévenir une éventuelle récidive, plutôt que de punir puis dire, c'est punir plutôt que ignorer aussi. On travaille le sens du geste puis où est-ce qu'on peut l'amener. Il faut pas oublier les personnes qui sont victimes dans ces situations-là aussi. Dans le système de justice traditionnel, les victimes ont souvent moins d'espace, si je peux dire ça comme ça, là. Ils ont moins de place. La justice réparatrice, elle leur donne une voix, un espace pour s'exprimer, pour parler de ce qu'ils ont vécu, puis en plus de ça, ils peuvent participer à la démarche s'ils souhaitent. Fait que je vois pas ça comme une justice qui est plus douce. C'est une justice qui est différente, mais autant exigeante sur le plan humain. C'est orienté vers des résultats plus à long terme, si je peux dire ça comme ça. Oui, hein. J'imagine que dans ton métier, tu dois souvent avoir, quand justement il y a la médiation, la justice réparatrice comme ça, ou des personnes, je sais pas, qui peuvent se détester profondément, ou ils ont vécu ça peut être une faction de victime-agresseur, et que ces rencontres fonctionnent comme ça doit nous apprendre un peu sur la capacité humaine à pardonner, ou à avancer, ou à aller plus loin des fois dans la démarche. C'est pas nécessairement un pardon, parce qu'on peut pas dire je te promets tu vas avoir ton pardon. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. C'est vraiment une participation qui est volontaire. Si la personne elle décide qu'elle veut s'impliquer, ben c'est à son rythme à elle. Puis c'est jamais obligatoire non plus, là. Dans le fond, par rapport à la victime, là, c'est beaucoup je vais donner l'exemple parfait, là, c'est le pourquoi souvent que les victimes viennent à participer à une démarche comme ça. Pour comprendre, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quand les victimes souhaitent s'impliquer, c'est d'avoir un droit de poser ces questions, c'est avoir une influence aussi sur la réparation qui va être posée, puis de reprendre un peu le contrôle de notre propre situation, si je peux dire ça comme ça. Et pour terminer, ce que je comprends dans le fond, c'est que avec tous les services que vous offrez, il peut y avoir des fois des problématiques où au niveau des tribunaux, il peut y avoir une surcharge, ou que ça peut être des délais qui sont longs, ou des coûts aussi qui sont associés à ça par rapport à l'État. Est-ce que la justice réparatrice comme ça, les médiations, au-delà de belles initiatives, ça peut être ça évite aussi ça peut être une solution dans le fond pour aider et supporter le système de justice? C'est ça que je comprends? Ben oui, c'est sûr que ça peut être une solution, mais c'est pas la seule. On n'a pas réponse à tout, on n'a pas, souvent ce qui ressort là, c'est d'être entendu, reconnu par rapport à un événement, un impact qu'il y a eu réellement. Même si c'est pas tout de vouloir réparer, le fait d'avoir une place, un pouvoir d'agir, puis une voix à travers de ça peut vraiment changer l'expérience. Quand on dit que c'est pas la seule solution, je veux dire que le système de justice a besoin de plusieurs leviers un peu pour fonctionner. Mais c'est sûr que la justice réparatrice puis la médiation, c'est des alternatives qui sont vraiment pertinentes. C'est devenu un peu comme un outil essentiel, dans le fond. Les tribunaux, c'est vrai qu'ils sont vraiment beaucoup sollicités, mais toutes les situations n'ont pas besoin de passer dans
processus judiciaire qui peut être lourd pour certaines personnes. Quand on oriente les démarches comme le PMRG, on permet au système de se recentrer sur pas des conflits, là, mais des causes plus complexes ou plus graves. Puis ça offre souvent une réponse plus rapide et satisfaisante pour les personnes concernées parce que justement, c'est une approche qui est plus humaine directement. Fait que je dirais pas qu'il y a de solution miracle ou unique même, mais ce que je veux dire, c'est que la justice réparatrice est une pièce qui est importante dans le puzzle, là. Probablement une voie incontournable si on veut un système de justice plus efficace, plus humain, puis plus durable à long terme. Oui, comme tu disais tout à l'heure, complémentaire en fait à tout un système. Oui. Et ben justement, pour les gens qui nous écoutent, pour conclure un peu sur ce sujet, est-ce que je comprends que la justice réparatrice, c'est des choses où il y a une proposition qui est faite suite à des situations, mais comme la médiation, par exemple, est-ce qu'on peut juste vous appeler parce que on vit une situation et on peut vous contacter pour faire appel à vos services et comment est-ce que ça fonctionne pour pouvoir vous contacter? Dans le fond, le processus, c'est vraiment que on appelle au bureau, puis il y a une ligne qui est dédiée pour la médiation citoyenne. C'est le poste 3. À ce moment-là, le téléphone, les messages tombent sur ma boîte vocale à moi, puis moi, je fais les retours d'appel si jamais c'est un retour d'appel. Là. Je veux dire, ça arrive fréquemment qu'on répond directement, là, puis qu'on répond aux questions. La suite des choses, c'est une rencontre d'information. C'est un peu expliquer c'est quoi le service qu'on offre. Puis il y a beaucoup de gens qui savent pas que c'est un service qui est gratuit, puis t'as pas besoin de fournir des preuves de revenus légers ou tu sais c'est un service qui est offert à tout le monde qui est gratuit. Fait que dans le fond, la première rencontre, c'est pas mal une rencontre d'information pour être sûr qu'on est les bonnes personnes pour gérer la situation. Et ensuite, il y a les rencontres qui sont préparatoires. On rencontre la première partie, elle nous explique un petit peu c'est quoi le contexte, puis on l'amène à réfléchir à, tu sais, y a-t-il des solutions qui ont été proposées? Si l'autre personne dit telle chose, comment tu pourrais réagir? Tu sais, on les prépare comme ça à la rencontre pour éventuellement avoir une médiation. Ces rencontres préparatoires-là nous aident à offrir un milieu, une médiation qui est sécuritaire. Tu sais, être sûr que le ton va rester respectueux puis que ça l'avance, dans le fond. Puis ensuite, ben, c'est ça, il y a la médiation. Il y a toujours un petit suivi après, là. Moi, je rappelle les gens pour savoir comment ça se passe. Puis, tu sais, si tout fonctionne comme... Tu sais, j'appelle juste pour prendre des nouvelles, finalement. D'accord. En gros, le service de médiation, c'est ça. J'ai oublié de dire aussi... puis je trouve que c'est une information qui est quand même vraiment importante, là. On couvre Gaspésie-Sud au complet. Oui. Fait okay. qu'on couvre de Percé à l'ascension de Patapédia. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à New Richmond, fait qu'on couvre New Richmond, mais c'est plus large que ça, là. On est là pour toute la Gaspésie-Sud, dans le fond. En tout cas, merci Mélanie pour ces explications. Ça fait plaisir. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion.
Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le mouvement Action Chômage de la Gaspésie et d'autres organismes de défense des sans-emploi se réjouissent du retour d'un modèle de décision tripartite pour les appels liés à l'assurance-emploi. Depuis le 1er avril, le tribunal de la sécurité sociale a cédé la place aux commissions d'appel de l'assurance-emploi. Désormais, chaque dossier sera évalué par 3 représentants, issus du gouvernement, des employeurs et des syndicats, plutôt que par une seule personne. Pour Nadia Mongeon, coordonnatrice du MAC Gaspésie, ce changement garantit une analyse plus juste et équilibrée des demandes, marquant une victoire importante pour les droits des travailleurs. Selon Radio Gaspésie, le coup d'envoi de la pêche au homard dans la zone 20, initialement prévu pour le 25 avril, est officiellement reporté au 29 avril. Cette décision, prise de concert avec le MPO, est motivée par des conditions météorologiques défavorables, notamment des vents prévus de 40 km/h, rendant les manœuvres dangereuses. Au-delà des enjeux de sécurité, O'Neill Cloutier souligne les défis économiques qui attendent les 125 pêcheurs de la zone. La rentabilité est menacée par l'explosion du coût des intrants. Le prix du diesel et des appâts, comme le maquereau dont le coût a presque quintuplé en 10 ans, pèsera lourdement sur la saison. Une nouvelle analyse météo sera effectuée le 27 avril. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, un sondage national révèle qu'en 2024 à 2025, 42% des enseignants ont vu des élèves passer au niveau supérieur malgré une recommandation de redoublement ou de transfert spécialisé. En Gaspésie, Anne Bernier, présidente du syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec, confirme que cette réalité touche durement la région. Le rapport souligne également que près de 30% des profs subissent des pressions de la part des directions ou des parents pour favoriser ces passages automatiques, une pratique jugée contraire à la loi sur l'instruction publique. Face à ce constat, le syndicat appelle à une mobilisation urgente des centres de services scolaires pour respecter l'expertise pédagogique des enseignants. Selon Radio Gaspésie, le conservateur du site historique national de Passepébiac, Jeannot Bourdage, salue la décision de la ville de Gaspé d'investir dans la réhabilitation du bâtiment de la compagnie Robin à Rivière-au-Renard. Pour l'historien, cette initiative est cruciale pour préserver la mémoire de l'industrie des pêches qui a façonné le paysage gaspésien pendant près de 5 siècles. Malgré les relations historiquement tendues entre les pêcheurs et les gérants, l'héritage des Robins demeure un pilier du développement régional. M. Bourdage espère que l'engagement de Gaspé servira de levier pour protéger d'autres vestiges bâtis, comme les anciennes maisons de gérants qui jalonnent toujours la route 132. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, accède officiellement au Conseil des ministres à titre de ministre de la Famille. Cette nomination, confirmée par la première ministre Christine Fréchette, marque le retour d'un siège gaspésien à la table des décisions gouvernementales. Madame Blouin s'est dite honorée de ce mandat et prête à s'attaquer aux dossiers prioritaires pour les familles québécoises. La nouvelle a suscité une vague d'enthousiasme chez les élus locaux, de Daniel Côté à Samuel Parisé, qui voient en cette nomination un levier majeur pour faire avancer plus rapidement les enjeux régionaux et assurer une meilleure représentation de la Gaspésie à Québec.
Selon Radio Gaspésie, le campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles lance la construction d'un dojo multisport au pavillon des sports Marcel Bugeaud. Cet aménagement de 900 000 $ vise d'abord à répondre aux besoins pratiques des étudiants en technique policière qui doivent maîtriser l'autodéfense et les techniques de combat. Le directeur du campus, Stéphane Côté, précise que bien que la priorité soit scolaire, l'espace sera accessible à la communauté. Des clubs locaux de karaté et de judo ont déjà manifesté leur appui au projet. Ce premier dojo d'envergure dans la côte de Gaspé devrait ouvrir ses portes à l'automne 2026, offrant ainsi une installation moderne pour les arts martiaux dans la région. Le Coq d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Notre menu varié ne peut que satisfaire vos attentes. Le Coq d'Or vous propose ces classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Coq d'Or un incontournable en Gaspésie. Le restaurant est ouvert de 16h à 20h. Pour bien connaître les jours d'ouverture et nos heures d'opération, consultez notre page Facebook. Vous devez obligatoirement passer votre commande par téléphone. Vous avez le choix d'utiliser le service de livraison ou de venir chercher votre commande au bar laitier. Découvrez notre menu au restocoqdor.com ou notre page Facebook et passez votre commande au 418-385-2733. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.